Lettre du voyant à Paul de Meny, 15 mai 1871. Charleville. J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je commence de suite par un psaume d'actualité. Chant de guerre parisien. Le printemps est évident car, du cœur des propriétés vertes, le vol de Thiers et de Picard tient ses splendeurs grandes ouvertes. Ô mai, quel délirant cul nu, Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, écoutez donc les bienvenus semer les choses printanières. Ils ont shako, sabre et tam-tam. Non, la vieille boîte à bougies et des yoles qui n'ont jam-jam fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais, nous bambochons quand arrivent sur nos tanières crouler les jaunes cabochons dans des aubes particulières. Thiers et Picard sont des héros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole, ils font des coraux. Voici annetonner leurs tropes. Ils sont familiers du grand truc et couchés dans les glaïeuls. Favre fait son silement aqueduc et ses reniflements à poivre. La grande ville a le pavé chaud, malgré vos douches de pétrole, et décidément, il nous faut nous secouer dans votre rôle. Et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements. Arthur Rimbaud. Voici de la prose sur l'avenir de la poésie. Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement romantique, Moyen Âge. Il y a des lettrés, des versificateurs, d'Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir de la Vigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes. Racine est le pur, le fort, le grand. On eût soufflé sur ces rimes, brouillé ces hémistiches, que le divin sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'origine. Après Racine, le jeu moisit. Il a duré 2000 ans. Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitude sur le sujet que n'aurait jamais eu de colère un jeune France. Du reste, libre au nouveau d'exécrer les ancêtres, on est chez soi et on a le temps. On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé? Les critiques. Les romantiques qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur. Car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident, j'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse en s'en clamant les auteurs.
En Grèce, ai-je dit, vers et lyres, rythme, l'action. Après, musique et rime sont jeux, délassement. L'étude de ce passé charme les curieux. Plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités. C'est pour eux. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées naturellement. Les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau. On agissait par... On en écrivait des livres. Telle allait la marche. L'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains, auteurs, créateurs, poètes, cet homme n'a jamais existé. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient, entre tous, le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. La suite à 6 minutes. Ici j'intercale un second psaume hors du texte. Veuillez tendre l'oreille complaisante, et tout le monde sera charmé. J'ai l'archet en main. Je commence. Mes petites amoureuses. Un hydrolat lacrymal lave les cieux verchous, sous l'arbre tendronnier qui bave vos caoutchoucs. Blancs de lune particulière, au pialaron, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Nous nous aimions à cette époque
bleu laideron. On mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir, tu me sacras poète, blond laideron. Descends ici que je te fouette en mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir laideron. Tu couperais ma mandoline au fil du front. Pouah, mes salives desséchées, roux laideron, infectent encore les tranchées de ton sein rond. Oh, mes petites amoureuses, que je vous hais, plaquées de fouffes douloureuses, vos tétons laids. Piétinez mes vieilles terrines de sentiments. Hop donc, soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboîtent, oh mes amours, une étoile à vos reins qui boitent. Tournez vos tours. Et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé. Fade amas d'étoiles ratées, comblez les coins. Vous crèverez en Dieu, battez d'ignobles soins. Sous les lunes particulières, au pialat rond, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Arthur Rimbaud. Voilà, et remarquez bien que si je ne craignais de vous faire débourser plus de 60 centimes de porc, moi, pauvre effaré qui depuis 7 mois n'ai pas tenu un seul rond de bronze, je vous livrerai encore mes amants de Paris, 100 hexamètres, monsieur, et ma mort de Paris, 200 hexamètres. Je reprends. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée étirant. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la forme de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez, toujours plein du nombre et de l'harmonie. Ces poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ces poètes seront. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres?
Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. En attendant, demandons au poète du nouveau, idées et formes. Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. Ce n'est pas cela. Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte. La culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents, locomotives abandonnées mais brûlantes, que prennent quelque temps les rails. Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. Hugo, trop cabochard, a bien dû vu dans les derniers volumes. Les Misérables sont un vrai poème. J'ai les châtiments sous la main. Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de Jéhovah et de colonnes, vieilles énormités crevées. Musset est 14 fois exécrable pour nous, génération douloureuse et prise de vision, que sa paresse d'ange a insulté. Oh, les contes et les proverbes fadasses, oh, les nuits, oh, Rolla, oh, Namuna, oh, la coupe, tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré. Français, pas parisien. Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean de La Fontaine, commenté par Taine. Printanier l'esprit de Musset, charmant son amour. En voilà de la peinture à l'émail, de la poésie solide. On savourera longtemps la poésie française, mais en France. Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollac. Tous ces minaristes emportent les 500 rimes dans le secret d'un carnet. À 15 ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut. À 16 ans, ils se contentent déjà de les réciter avec cœur. À 18 ans, à 17 même, tout collégien qui a le moyen fait le rolla, écrit un rolla. Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n'a rien su faire. Il y avait des visions derrière la gaze des rideaux. Il a fermé les yeux. Français, panadif, traîné de l'estaminet au pupitre de collège, le beau mort est mort, et désormais, ne nous donnons même plus la peine de le réveiller par nos abominations. Les seconds romantiques sont très voyants. Théophile Gautier, le comte de Lille, Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Rompu aux formes vieilles parmi les innocents, Renaud a fait son Rolla, Grandet a fait son Rolla, les Gauloises et les Musset, Lafenestre, Coran, Poplin, Soulary, Salès, les écoliers, Marc Écart, Theuriet, les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, Pichat, Lemoine, les Deschamps
les Desessart, les journalistes, Gladel, Robert Lusarche, de Ricard, les fantaisistes, Mendes, les bohèmes, les femmes, les talents, Léon Dierks, Sully Prudhomme, Copé. La nouvelle école, dite parnassienne, a 2 voyants, Albert Mira et Paul Verlaine, un vrai poète. Voilà. Ainsi, je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant pieux. Accroupissement. Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, le frère Milotus, un œil à la lucarne, d'où le soleil, clair comme un chaudron récuré, lui darde une migraine et fait son regard d'arne, déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à l'anse d'un peau blanc, à ses reins largement retroussée sa chemise. Or, il s'est accroupi frileux, les doigts de pied repliés grelottant au clair soleil qui plaque des jaunes de brioche aux vitres de papier, et le nez du bonhomme, où s'allume la laque, renifle au rayon tel qu'un charnel polypier. Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lippe au ventre, il sent glisser ses cuisses dans le feu, et ses choses se roussir et s'éteindre sa pipe. Quelque chose comme un oiseau remue un peu à son ventre serein, comme un monceau de tripes. Autour dort un fouillis de meubles abrutis, dans des haillons de crasse et sur de sales ventres, des escabeaux, crapauds étranges sont blottis au coin noir. Des buffets ont des gueules de chantre qu'entr'ouvre un sommeil plein d'horribles appétits. L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite. Le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. Il écoute les poils pousser dans sa peau moite et parfois, en hoquet, fort gravement bouffon, s'échappe, secouant son escabeau qui boite. Et le soir, aux rayons de lune qui lui font au contour du cul des bavures de lumière, une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose, ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. Vous seriez exécrable de ne pas répondre. Vite, car dans 8 jours, je serai à Paris, peut-être. Au revoir. Arthur Rimbaud. Lettre à Georges Isambard. Charleville, 13 mai
1871. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège. Tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre. On me paie en boc et en fille. Stat mater dolorosa, dum pendet filius. Je me dois à la société, c'est juste, et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire, sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose. Je verrai dans votre principe la poésie objective. Je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore, tandis que je vous écris. Travailler maintenant, jamais, jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète. Et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargue aux inconscients qui ergotent sur ceux qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi. Je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie toujours. Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. Le cœur supplicié, mon triste cœur bave à la poupe. Ça ne veut rien dire. Répondez-moi. Bonjour de cœur, Arthur Rimbaud.